Radio Libertaire, la voix de la... Ah non, c'est pas vert. Hein. C'est bon, c'est... Radio Libertaire, alors là, c'est le super cafouillage, pardon. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pu, avec Thierry qui est écroulé dans le studio. Arracaille, la 91e, avec Piquet-Cou à la technique. Merci, camarade technicienne. Jean à l'histoire de l'art. Salut à tous. Et notre invité, qui a déjà été notre invité, elle a eu cette gentillesse d'accepter de venir dans ce studio. Je parle de Guillemette. Bonjour. Dont vous devez vous souvenir, puisque je suppose, parce que c'est quand même un événement. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Qui vient aujourd'hui pour un peu parler de son travail à la Fondation Emmaüs. Elle avait esquissé un petit pas de deux la dernière fois qu'on l'a vu, mais c'était pas franchement engagé, tandis que là, oui, c'est non seulement c'est engagé, mais je crois que c'est sur la fin. Exactement. Et donc, elle va nourrir l'émission avec ce nouveau projet. Ce nouveau projet, voilà, très bien. Bon. Mais si elle peut nous rappeler quand même un petit peu qui elle est. Je suis. Oui. Oui, enfin non, oui. Je pense que tout le monde le sait. Bon, alors pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis plasticienne, c'est un bien grand mot, mais je prends des objets qui sont à bout de souffle et j'essaye de les remettre en circulation ou de les faire revivre. Voilà. Bien. Et bon, et c'est ce que tu fais dans ce projet à la Fondation Emmaüs. Voilà, c'est ce que je continue à faire dans ce projet avec la Fondation Emmaüs. Ça s'est étendu un peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai essayé de travailler avec les compagnons eux-mêmes. Parce que je pense que dans le travail, il y a une approche des gens qui est différente. Donc ça, c'était intéressant. Et sur le projet, s'est greffé une auteure, Sylvie Hennequin, et une photographe, Pat, qui a suivi toute cette aventure avec nous. Voilà. D'accord. Sylvie, oui, c'est Sylvie qui n'est pas là malheureusement. Elle devait venir, mais parce qu'elle est toujours sur le projet. Elle est toujours sur le projet et en fait, il était important qu'on sorte un recueil de tout ce qui s'était passé, des objets, de leur histoire. Dans leur histoire, il y avait l'histoire aussi des compagnons. Et ce livre, s'il veut voir le jour avant le 3 mars, il faut qu'elle zappe l'émission. Désolé. Hein. On est aussi un peu désolé, mais l'essentiel c'est que tu. Vous avez trouvé un imprimeur qui vous fait des prix sympas pour. Bien sûr. Ouais. Il participe aussi un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Bien, on va attaquer. Oui, le thème de l'émission d'aujourd'hui, je l'ai pas dit, ce sera la vie d'artiste. Voilà.
Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 91e, avec toujours à la technique piqué coup, à l'instruction publique et particulièrement à celle de l'histoire de l'art, Jean. Et puis notre invité, et quel invité? T'arrêtes, hein, On maintenant. craque complètement. Oh non, ça va durer comme ça toute mais- l'émission. mais moi, je Autant craque que tu t'y depuis un fasses, moment, tu vois. depuis que je sais que t'allais revenir, je suis dans tous mes états, comme disait ma grand-mère, quand elle faisait sa toilette du matin. Voilà. Bon, on va passer tout de suite, je crois, à la minute de militance de Momo. Ouais, et on va faire ça très On rapidement va faire pour ça laisser court. un max de place à Ouais, notre invité. bien Donc sûr. allez, vas-y, c'est toi qui... Dans ce temps-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de Marlou, ni de Franck Muscadin. Vous connaissez la chanson. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de gigolette. Tu te réveilles un matin, pas dans une forme de compète, et tu te ramasses dans ta tronche pas très fraîche, aux infos de pas d'heure, que le pays où ce que t'as vu ce putain de jour pour la première fois est un bled de misère de masse. Yaï aïe. Qui sert de territoire de chasse à 7 millions de pauvres. T'as bien capté 7 millions, ce qui nous fait l'un dans l'autre, plutôt l'autre dans l'un, des 11 à 12% des nous autres qui vivotons avec moins de 650 thunes pour assurer le mois. Que les politiques en ont rien à battre du bordel qui s'aggrave. Les pauvres ne votent pas, se disent ces enflures. Puis tu te ramasses parce que t'en as pas encore assez pris dans ta pauvre gueule de chôme-du, sous-emploi, job précaire ou peu payé, qu'on casse entre le quart et le tiers de la populace. C'est nous la populace, pour les politiques. Ce qui fait une addition de 15 à 20 millions de gonzes, 7 millions de pauvres et 8 à 12 millions de précaires. Ça, ce qui fait 20 millions si on a bien appris son calcul à l'école quand on était petit. Et là, tu te paumes. C'est une addition qui fout un peu la gerbe. Et puis aussi sec, la question qui tue te convulse la hure. La hure, c'est la tronche ou la tête, pour ceux qui causent bien. Pourquoi cette merde? Alors, pour avoir une chance de répondre, il faut évacuer de ta tête de malade l'image des pauvres qu'on assimile à des marginaux, qui ne sont qu'une centaine de milliers, les marginaux. C'est le sommet de l'iceberg. Dessous, t'as ceux qui sont baptisés pauvres parce qu'ils ne peuvent pas crocheter un taf à temps plein, ou à temps partiel, ou qui ne durent pas, ou pas d'emploi du tout. C'est encore plus simple. Et tu vois, mon camarluche, c'est cette poussée régulière du chôme-du, typique des politiques en toc de notre droite nationale. Je dirais pas socialiste, mais c'est pas loin. Puis aussi de la gauche, probablement aussi aujourd'hui, qui si elle revenait au pouvoir demain, ferait pas beaucoup mieux que ce qui se trame aujourd'hui dans notre dos à nous. Qui peut expliquer la précarité croissante de la condition de boulot et qui nourrit la pauvreté. Et on conclura en disant qu'elle en a bu du bon sens, cette terre, du sang d'ouvriers, du sang de paysans, mais les bourgeois qui sont cause de notre misère n'en meurent jamais, elle tue que les innocents. Pa, 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 pa. Ah, Robert, non mais c'est vrai que 7 millions, c'est effrayant. C'est pas marrant, tout ça. Puis ça veut dire que la pauvreté a recommencé à... Ouais, et à notre augmenter. invité Guillemette est au cœur de la fusion Exactement. parce que en étant chez Emmaüs, elle a Ouais. côtoyé ça Ouais. de très près. Exactement. Et pauvre, c'est pas pauvre simplement. C'est pas une question. C'est une question d'argent, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que ces gens-là, en fait, n'ont pas on se mélange pas, quoi. Donc ils ont pas de vie sociale. Ils arrivent pas à se réinsérer socialement. Quand on dit Neuilly-sur-Marne, on pense c'est loin, on pense pas aussi aller jusque chez eux. Je trouve que c'est important, quoi. Discuter, c'est mieux que de l'argent, c'est leur montrer qu'ils existent. Ça a été vraiment pendant 6 mois, je pense que ça a été pour nous tous une super expérience, quoi. Super expérience, on s'est enrichis, ils nous ont enrichis. Voilà, c'est ça le truc. C'est de se dire que les pauvres, c'est pas rien. Il y a plein de choses. La vie fait que parfois on dérape, on est complètement à côté de la plaque et si on va pas vers eux, voilà, il y a plus rien, quoi. Ouais, et en même temps, je crois que pour eux, de voir des humains qui sont dans une espèce de normalité par rapport à eux, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, Ouais. ça doit aussi, d'une certaine manière,
leur donner le sentiment d'exister enfin un petit peu, quoi. Je pense que oui, mais là le truc c'était le travail en fait qui nous a réunis et du coup on pense plus au reste. Quand on travaille, on est plus à savoir tu vas où, t'habites où, c'est pas important quoi. Je pense que c'est essentiel de se retrouver sur un projet ou sur quelque chose qui nous rassemble. Voilà. Bah mon Jean. Eh ben, moi, je vais vous donner des dernières nouvelles de la Révolution. Et on va commencer, à tout seigneur, tout honneur, par la Libye, parce que c'est un petit peu la métaphore, je vais dire, de la Révolution. Hein. Ça commence par une super belle gueule, hein, quand on voit les photos ou des films de Kadhafi au moment de sa prise de pouvoir, il est absolument extraordinaire. Hein. Et puis des grandes idées humanistes. Hein. Il était question de partager l'argent du pétrole entre tous les citoyens libyens. Et puis alors ça finit avec un vieillard totalement taré qui a mis, avec la complicité évidemment des institutions de son pays, qui a mis la main sur le bien commun. Alors les émeutes ont gagné Tripoli, là c'est des nouvelles d'hier soir. Hein. Et plusieurs villes se trouveraient, je mets ça au conditionnel, hein, aux mains des manifestants. Le bilan de la répression se compte désormais en centaines de morts. Hein. Human Rights Watch, excusez-moi pour l'accent une fois de plus, avance le chiffre de 233 morts, tandis que la Fédération internationale des droits de l'homme fait état de 300 à 400 morts. Ça a dû encore s'aggraver depuis. Hein. Maroc, parce que le Maroc ça bouge aussi, doucement, mais je pense qu'on va y venir. Des milliers de Marocains ont manifesté dimanche dans de nombreuses villes du pays en faveur de réformes politiques limitant les pouvoirs du roi. Voilà, pour l'instant c'est modeste, mais ça commence. Bahreïn, des milliers de personnes occupent toujours la place de la Perle, là, à l'heure où je vous parle, pour réclamer un changement de régime. Le Grand Prix de Formule 1 est annulé. Donc ça fait quand même de bonnes nouvelles. Au Yémen, le président Ali Abdallah Saleh, qui est au pouvoir depuis 32 ans. Non. Si. A assuré qu'il ne partirait que par les urnes. Oui. C'est pas de l'humour, hein, ça devrait pas vous faire rire. Ne riez pas, messieurs, dames, s'il vous plaît. Le bilan des affrontements entre protestataires et forces de l'ordre à Aden, hein, la capitale du Yémen, est monté à 12 morts ce matin. L'Égypte, alors ce matin, hein, j'ai un trou, je sais plus si c'était hier ou aujourd'hui, non, ça a dû s'aggraver. L'Égypte a demandé le gel des avoirs à l'étranger de l'ex-président Hosni Moubarak et de sa proche famille. Voilà, on avance, hein. On avance aussi en Tunisie. Le gouvernement de transition tunisien a nommé un diplomate de carrière au poste de ministre des Affaires étrangères. C'est pas encore le cas chez nous, par exemple. Non. Irak, un adolescent a été tué et 48 autres manifestants blessés dimanche soir dans des affrontements avec les forces de l'ordre à Souleymaniye, seconde ville du Kurdistan irakien, théâtre d'incidents meurtriers depuis 5 jours. Djibouti, l'opposition a condamné la répression sauvage de la manifestation de vendredi à Djibouti demandant un changement pacifique et démocratique du régime, à l'instar de la Tunisie. De violents affrontements avaient éclaté en fait vendredi soir entre protestataires et policiers, faisant 2 tués, un policier et un manifestant. Et puis en France, me direz-vous, patrie de la Révolution, il faudrait pas l'oublier. Hein. Ouais. Et ben pendant que le monde arabe s'enflamme, hein, la France se regarde le nombril. Ouais. On a toujours aimé ça. En effet, tandis que le priapiste du FMI, vous voyez à qui je fais allusion, se tâte le besoin, j'y vais pas. Mais j'aime bien se tâte le besoin. Le petit ventilateur de la rue du Faubourg Saint-Honoré joue, lui, aux apprentis sorciers en lançant un débat sur la compatibilité de l'islam et de la République, dans le but évident de tailler des croupières électorales à Madame Sans-Gêne. Hein. Sans-Gêne, finalement, pas tant que ça, puisqu'elle a pensé à dire merci. Et pour cause, hein, dès l'annonce du projet de débat, lui a perdu 2 points d'intention de vote au premier tour de la présidentielle, qui sont directement allés dans son escarcelle à elle. Hein. Ce qui nous donne, à l'heure où je vous parle, en intention de vote, une triangulaire infernale entre Martine Aubry pour l'instant, puisqu'on ne sait pas pour DSK, Martine Aubry, Sarkozy et Marine Le Pen, ça nous donne une triangulaire où ils sont tous aux alentours de 20%. Voilà, donc on va encore se marrer, je pense. C'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine. C'est tout, mais c'est trop. Hein.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. Ça y est, je suis réveillé. À Racaille, la 91e, avec Piquet-Coup à la technique, Jean, l'instruction publique, et notre invité. Et quel invité? Je vous dis pas. Guillemette, à ma droite. J'eusse préféré qu'elle fût à ma gauche, mais bon. On peut pas tout avoir. Quand on n'a qu'une oreille, Quand on n'a qu'une oreille, et c'est la droite qui est la bonne. C'est traîtresse d'oreille, je me contiens parce que je me venais un qualificatif à l'esprit qui était pas décent devant un parterre de jeunes femmes comme ça. Bon, et ben Guillemette va nous compter par le menu. Par le menu. Ouais. Je voulais pas le dire parce que ça fait tellement Alors, bientôt. tu m'as troublé là. Oh non. Ben oui. Ben non, mais l'événement. Alors, qu'est-ce que l'événement, l'événement Emmaüs se tiendra le 3 mars, donc très bientôt, à 2 endroits différents, et continuera toute la semaine. Parce que dans ce projet, on avait vraiment envie que les gens viennent voir ce qu'on avait fait avec Emmaüs, et on sait que c'est très compliqué maintenant. À l'heure d'Internet, on fait plus rien, on bouge plus, et donc on a tout fait avec Sylvie, avec Emmaüs, pour se dire comment on peut interpeller les gens. Donc, une première chose, et ça a été l'initiative de Sylvie Hennequin, c'est de se dire, si les gens ne viennent pas, il faut qu'on aille vers eux. Donc, on a décidé de faire un happening le 3 mars, de midi jusqu'à 15h, place du Palais Royal, avec certaines personnes d'Emmaüs, José qui conduira le camion, oh là là, j'ai peur de dire une bêtise, Franck Leton, qui en fait dirige avec Thierry Neuilly-sur-Marne, et nos objets directement sur la place pour vendre ces objets-là au public. Voilà. Ensuite, nous repartirons comme des dingues jusqu'à Neuilly-sur-Marne. Et là, de 5h de 17h jusqu'à 21h, Emmaüs sera ouvert et seront exposés tous nos objets et tous les stands seront ouverts. Et là, vous aurez tous les compagnons, enfin tous les gens qui ont participé à cette aventure seront là et attendent les visiteurs de pied ferme. Et moi aussi je les attends parce que ça sera aussi un échange, quoi, de voir de côtoyer les gens avec qui on a travaillé, c'est hyper important. Est-ce que je me suis bien... Ah oui. Ouais. Mm-hmm. Parfait. Voilà. Elle est parfaite. L'ai-je bien descendu, comme disait Mae West? Non, mais je trouve l'idée du happening à place du Palais Royal, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Je t'avouerais que j'aurais préféré m'en passer parce que pour moi, heureusement que Sylvie était là. Parce que pour moi, je m'étais dit, les gens vont venir, quoi. Et ben, heureusement qu'elle m'a dit, attends, Guillemette, soyons réalistes. Et elle a bien fait. Oui. Donc, parce qu'à l'appui de ce qu'elle a pu te dire et de cette histoire, c'est que nous on a une cité d'artistes à Nogent-sur-Marne qui est tout à fait collée à Paris. Et bien, quand on fait des portes ouvertes, il y a aucun Parisien qui se ramène. Et c'est hyper décevant. Il faut passer le périph' quand même. Vous êtes marrant, vous. Ah non, mais il n'y a pas le périph' à passer, là. C'est la jungle, quoi. Tu vois, tu rentres. Il faut traverser la jungle. Si t'as pas un fusil et un casque colonial, comment tu fais pour aller à Neuilly? Ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment une bonne initiative. Une bonne initiative, en espérant que les gens fassent les deux. Fassent les deux. Oui, là, et alors on a mis les plans sur les sites, il y a les plans, comment y aller en RER. Enfin, on a vraiment enfoncé le clou. On le réenfoncera jusqu'à la fin. Voilà. Bien. Et les compagnons sont préparés. Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire des manifs comme ça, ou est-ce que pour eux c'est vraiment une première?
Ah, ils ont pas l'habitude. Ils ont pas l'habitude. Ils font évidemment des opérations, soit vintage, soit tout à 50%, etc., etc. Mais là, ils sont beaucoup plus impliqués. J'espère qu'ils. Alors on travaille beaucoup, donc on s'exprime pas forcément sur cet événement, mais j'espère qu'ils en seront fiers. Je pense qu'ils en sont fiers. Et ça a été vraiment une super rencontre. Je remercie aussi Franck Leton qui nous a permis de faire tout ça. Parce que voilà, il a eu la gentillesse de se dire allez hop, on y va quoi. Qui c'est Franck Leton? C'est un des dirigeants de Neuilly-sur-Marne. Et moi j'étais très étonnée quand il m'a dit OK quoi. Parce que d'habitude on a toujours l'impression qu'il faut attendre, qu'il faut voir. Et là ça a été hop tout de suite et le lendemain on était installés quoi. Voilà. Ouais. Magnifique. Belles initiatives. Oui, tout à fait, oui. Jean, tu as quelque chose à ajouter ou un commentaire ou alors tu nous instructionnes tout de suite? Allez, je vous instructionne. J'aime bien comme tu dis ça. C'est mignon. J'aime bien aussi le hussard noir de la République. Mais enfin bon, pas, ça va te cramponner. En fait, j'aime tous les qualificatifs. pendant longtemps. J'aime ta brosse, tu sais. J'aime par où elle passe. Je suis particulièrement performant. Et j'aime beaucoup ta marque de cirage aussi. Oui. Bon. Je vais vous lire un extrait du plus grand peintre, enfin du roman Le plus grand peintre vivant et mort, qui a été publié en 2007 par Pierre-Jean Rémy. Pierre-Jean Rémy, il est mort d'ailleurs quelques temps plus tard, 3 ans plus tard. C'était 1937-2010. Alors dans ce roman, qui fut l'un de ces derniers, Pierre-Jean Rémy, qui dirigea la Villa Médicis de 94 à 97, puis la Bibliothèque nationale de France aussi de 97 à 2002, cherche à sonder, on va dire, les mystères d'une existence et d'une œuvre, à la fois d'une existence et d'une œuvre, en recréant de toutes pièces celui qui bâtissait l'une et possédait l'autre. Alors toute ressemblance avec Balthazar Klossowski dit Balthus, et qui fut l'un de ses prédécesseurs d'ailleurs, Ouais. à la Villa Médicis, ne peut être considérée comme fortuite, l'auteur sachant d'expérience que la fiction est sans doute le meilleur chemin pour mener au réel. Voilà, il était très secret, Balthus. Et en fait, c'est en faisant, Pierre-Jean Rémy, c'est en faisant parler les filles qui avaient pu poser sur lui ou des choses comme ça. Enfin, voilà, parce que en fait, la vie, enfin pour Balthus, sa vie d'artiste faisait partie de son œuvre. Son œuvre faisait plutôt que l'inverse, c'est-à-dire qu'il a vu sa vie comme un art et il a donc soigneusement entretenu le mystère pour cultiver le mythe. Voilà. Sibylle de Coudray était une longue jeune fille de 18 ans, l'aînée de 3 sœurs. Mathéus la trouva très belle. Elle avait les cheveux coupés courts et légèrement bouclés, la nuque d'un oiseau fragile. D'elle, Mathéus dira qu'elle ne ressemblait en rien aux jeunes filles qui allaient l'attirer par la suite. Ce fut elle pourtant qui, bravant la fureur de son père, proposa aux garçons de les accompagner jusqu'à la chapelle de la Font-Sainte, un lieu de pèlerinage sur les hauts plateaux, de l'autre côté de la vallée de Chélade, pour qu'ils découvrent la beauté du paysage au coucher du soleil. La promenade à la Font-Sainte illumina l'enfance de Mathéus. Le paysage changeant avec les dernières heures du jour lui apporta un sentiment de plénitude qu'il n'avait jusque-là jamais connu. Le grand tableau qu'il peignit lors de son premier retour à Chélade évoque bien cette découverte des plateaux d'Auvergne. On y voit de grandes surfaces au vert d'intensité différente que coupe à l'arrière-plan la pique d'une falaise. Un grand triangle d'ombre occupe toute la partie inférieure droite du tableau, où est étendue une jeune fille inspirée par Sibylle. Ravanel, parfaitement reconnaissable, et vêtu de la peau de mouton retournée qu'il portera souvent pendant ses séjours dans le Cantal, y est debout sur une ligne de crête, le bras levé. On dirait que Mathéus a pris un soin extrême à le placer loin de Sibylle, dont il était alors vraisemblablement l'amant. Mathéus lui-même, aussi reconnaissable que Ravanel, n'y est plus un enfant, mais un jeune homme vêtu de pantalons de golf qui semble se désintéresser des autres personnages. Son propre frère Jean est peint dans la zone d'ombre minuscule, presque noire.
Dans l'une de ses premières lettres à son ami Jean-Georges Javon, à qui l'unissait alors une affection qui ressemblait à une fraternité d'âme, Mathéus dira avoir été envahi d'une impression de beauté absolue, de beauté indicible à mesure que les nuages couraient sur les plateaux et délimitaient de grands carrés d'ombre mouvants, au point d'avoir été, au sens propre du mot, frappé de syncope. Il ajoutera « Je me suis dit que cette beauté-là, ces larges espaces de couleurs changeantes, aux contours parfaitement définis, carrés, qui s'allongeaient vers l'horizon, triangles effilés, aplanis dans une lumière que je n'ai retrouvée qu'en Toscane et n'ai jamais pu peindre ailleurs qu'à Chelade, devait constituer l'un de ces pôles d'une beauté que toute ma vie j'allais vouloir retrouver. » Rares sont les textes de Mathéus sur sa peinture. C'est bien volontiers, a-t-il souvent concédé avec son ironie habituelle, qu'il laissait les autres raconter tout ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire n'importe quoi, mais lui-même a toujours été avare de commentaires. Aussi cette lettre à Javon est-elle, à cet égard, un document rare pour comprendre sa démarche. Voilà. Alors, Le plus grand peintre vivant et mort a été publié aux éditions du Seuil. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Métro, Fille du Calvaire, Robert Conf, République. Voilà, faut tout dire. Oui, Guillemette parle d'expérience. Ouais. Hein. Téléphone de la librairie 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Voilà. Eh bien, merci, mon cher Jean. Un commentaire ou quelque chose à dire? Écoute, cher oui. Guillemette. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que c'est un peintre qui vit artistiquement. C'est un art à lui tout seul. C'est assez fascinant, quoi. Ouais. Il a fait c'est comme s'il rentrait dans les ordres, hein. Il est dedans et puis il y restera et c'est assez incroyable. Assez incroyable. C'est beau. D'ailleurs, en parlant d'ordre, il était très, très pieux. Mais sur la fin. Hein. Oui, sur la fin. Oui. Sur la Oui, fin. oui. Et il avait une magnifique maison, un chalet suisse, Oh là extraordinaire. là. Et t'as vu comment, et c'est ça, il vivait dans ce, alors on pourrait se dire, oh là là, Mais il vivait dans c'est une œuvre vraiment- d'art aussi. Oui. Voilà, c'est vraiment dingue, quel bol et tout. Et en fait, on s'aperçoit que il en profite artistiquement, mais pas du tout de façon Ostentatoire. Voilà, hein. voilà. Et sa femme disait, alors on doit avoir 47 chambres. D'ailleurs, c'est les gens qui font les reportages qui nous le disent à chaque fois. Et il avait une pièce pour les oiseaux, une pièce donc pas du tout pour se la jouer. C'était vraiment une œuvre d'art et c'est absolument fascinant. Et il avait aussi un château en Toscane. Ouais. Qui était magnifique aussi, mais pareil, Pareil. comme dans ses peintures, mais il n'avait pas touché du tout, sauf pour un peu de confort, quoi. Mais c'était pareil, c'était une œuvre d'art aussi. Il vivait là-dedans, on le voyait très bien là-dedans. Il a fait beaucoup de peintures. Il faut avoir une grande force en fait pour oui, faire tout ça. à fait. Ouais. Ah oui, C'est il a quand il fait était directeur. Oui, de la Villa Médicis. Oui. C'était pas très loin de Rome, mais en mi-chemin entre la Toscane et Rome. Oui. Ouais, tout à fait. Absolument. Il a fait de sa vie un art. Oui, absolument. Ouais. Mais on reviendra à lui tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle musique tu nous avais choisie? Alors depuis le début, la première a été choisie par Sylvie, c'était Radiohead. La seconde par Mes Soins, Pigeon John, et la troisième. La troisième, on l'a pas encore. La troisième, ce sera Lemon and Cess de Serge Gainsbourg et elle a été choisie par Sylvie.
la voix de la Fédération anarchiste, toujours à poste, comme les marins sur leur... Comment tu les appelles, les gens? Les bateaux de Dunkerque, là. Ah ben voilà. Ah, les Bisquines? Les Bisquines, oui. Enfin, c'est toute la, oui. C'est toute la Normandie, toute la côte. Oui, les Bisquines, c'était un peu des... Bon, Racaille est à poste sur sa Bisquine pour sa 91e traversée, avec Piquet-Co la technique, Jean en hussard noir dans la République et qui nous enrichit nos pauvres neurones, et puis notre invité, Guillemette, qui s'est impliquée. Je suis toujours là. Qui est toujours là, oui. Enfin bon, elle est courageuse. Déjà, mais elle a assuré à Emmaüs, donc ici, pour elle, ça doit même être une espèce de chose assez, ça fait, cosy. Ouais, non. J'irai pas jusque là, mais bon. Bon. Voilà. Bon, écoute, Guillemette, on écoute la suite du programme que tu nous as concocté. Oui, par exemple, tu aurais pu nous parler de quelques objets qui ont été... Voilà, exactement. Et puis surtout pour remplacer un peu Sylvie, enfin lui laisser sa place. En fait, voilà, je vais vous lire un petit texte parce que Sylvie a fait un énorme travail d'écriture. Et moi j'adore, je trouve ça génial parce que comme on redonne vie à des objets qui ont un passé, il me semble que écrire sur les objets c'est essentiel. Et puis elle écrit très bien en plus. Donc on n'a pas voulu, tous les compagnons qui ont participé, on n'a pas voulu, elle n'a pas voulu faire des textes et on en a pas mal parlé ensemble sur les gens. On n'a pas voulu faire un truc pathos, mais on a plutôt voulu parler des objets, parler des gens à travers les objets, sauf ce texte que je vais vous lire, qui a été fait donc par Sylvie, qui est sur un compagnon qu'on aimait beaucoup, qui est arrivé de Boulogne-sur-Mer un jour, et qui a beaucoup travaillé avec nous, qui est très doué, qui est très doué. Je vais pas dire qui était parce qu'il est parti, mais il est toujours là, et qui nous a lâchés au bout de 3 jours. On était à ramasser la petite cuillère parce qu'on n'a pas compris. Et puis ça nous a appris qu'Emmaüs c'était ça aussi, c'était beaucoup de liberté, et tant mieux, quitte à ce que ça nous perturbe dans notre petit train-train quotidien. Donc on lui a dédié un coussin qui a été fait en canevas, avec des vieux canevas de dames. Et ce coussin s'appelle Marcel. Alors, sur chaque dans le livre, il y aura la photo de l'objet et de l'autre côté le texte, et on explique, il y a une petite c'est très technique hein. Donc il y a la photo et en dessous sera marqué canevas en coton à tête de marin, doublé de jean transformé en coussin, garniture neuve, ça c'est pour les gens hein, et intervenante Joël. Voilà. Donc, je vous lis le texte, j'espère que je vais pas écorcher les mots. Le 4 janvier 2011, Marcel débarque à l'atelier du vaisseau, ayant laissé ses macriots nager au large de Boulogne-sur-Mer et son bateau de pêche en hivernage forcé. Tel un marin sans port d'attache, il prendra la poudre d'escampette 2 semaines plus tard, convaincu qu'un Kierk-Zelo a plus d'intérêt à disparaître tout de suite plutôt qu'à attendre les grandes marées. On aurait pourtant aimé que tu reposes ta tête sur un coussin douillet, Marcel, mais on comprend que tu préfères aller essayer ton humour décapant sous d'autres paysages. On va pas braire, hein? Merci quand même d'avoir percé les ch'tis personnages en plastique à mettre au placard. Voilà. Ah, super. Tu peux nous expliquer cette histoire de griot? Le cri. T'allais bien. Alors, un Kierk-Zelo, c'est des coques, en fait. Des coques. D'accord. Voilà. Parce que c'était un ch'ti, lui. Oui. D'accord. Ouais. Et voilà, son parcours un peu. Alors son parcours, il était pupille de la nation. On dit plus ça maintenant. Non. Et en fait, alors il était très marrant parce qu'on savait jamais quand est-ce qu'il disait la vérité ou pas. Ça, je sais que c'est vrai. Et il nous a même dit, je ne sais ni lire ni écrire. Donc on était, oh là là, bah écoute, ça arrive. Enfin, on était compatissantes, mais on s'est dit bon, voilà. Et puis un jour, un des compagnons m'emmène un fer à souder tout neuf, et donc il se précipite dessus et je lui dis j'avais oublié qu'il m'avait dit qu'il savait pas lire ni écrire, et je lui dis est-ce que tu peux lire la notice pour voir comment ça marche et tout, et je l'entends
me lire la notice, mais alors à fond le caisson et tout ça. Je lui dis, mais attends Marcel, tu sais lire? Il me dit, ouais, mais tu sais, voilà quoi, je voulais voir ta réaction. Et donc tout a été comme ça pendant 2 semaines. Alors je lui dis, écoute, je peux plus te croire, est-ce que t'as des parents, pas des parents? Alors ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Donc on sait pas trop. Marcel, on sait pas trop. En tout cas, c'est un type qui travaille super bien. Il a une vie pas facile. Je pense qu'il est passé de famille d'accueil en famille d'accueil. Et c'est dommage parce qu'il peut tout faire et en fait, il peut rien faire non plus. Il peut pas s'attacher, il part, il revient, et on sent pourtant, moi il m'avait dit, oh là là, j'aimerais bien après travailler dans ton atelier. Je me suis dit, génial. Moi aussi je pars très vite, hein. Donc je rêvais, je me suis dit, oh, avec Sylvie, j'avais dit, Sylvie, tu crois pas qu'on peut trouver quelque chose? Je suis sûre que ça peut marcher. Et puis en fait, le lendemain, il était parti. Voilà. Merci quand même Marcel pour ces quelques jours avec nous. On était contents de te rencontrer. Et comme plein d'autres d'ailleurs, hein. Je remercie tous les compagnons, j'en profite. Hein. Oui, bien sûr. Les bénévoles aussi, des bénévoles, Fabienne, bénévole depuis des années. Enfin, il y a beaucoup de noms, Nicole, tout ça, c'est incroyable quoi. Au début ça a été dur, mais bon, le 3 mars on va partir et on est super triste. Moi j'aurais bien aimé que cette aventure continue. J'avais même rêvé, je rêve même de faire une structure en me disant, les gens qui vont à Emmaüs en fait. Sont là pour reprendre leur souffle. Et après, je trouve qu'il y a quand même, à mon avis, un truc qui manque, c'est que dans la vie, c'est difficile. On reprend notre souffle et après on est rebalancé dans la vie. Et moi, je rêve de monter un atelier où on pourrait dire, ben voilà, ces gens-là ont bossé 2 ans dans un atelier, ils sont prêts, les recommandés, ils sont prêts à repartir dans la vie. Vous voyez, faire une espèce de structure où on les aide vraiment à repartir, parce que pour la plupart ils ont un certain âge. Déjà nous c'est difficile de retrouver un boulot si jamais on a un problème, donc vous imaginez le truc après. Et ça serait mon grand rêve, mais voilà, c'est un rêve. Je suis très bordélique dans tout ce qui est paperasse, hein, et voilà, si j'espère qu'il y a plein de gens qui m'écoutent et qui se disent, mais oui, c'est possible, on va t'aider. Ouais, ça serait des artisans, des entrepreneurs qui pourraient... Ben oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous non plus. Hein. Voilà, il y en a de moins en moins. Donc, je pense que ça demande à être vraiment aidé financièrement et tout, quoi. Et puis, ça demande aussi à demander la permission à Emmaüs, etc., etc. Mais je pense que ça serait génial, quoi. Puis moi, j'ai l'impression d'avoir ma place, quoi. J'adore bosser avec eux. Autant je vais pas discuter des heures autour d'un café parce que je suis pas assistante sociale du tout, c'est pas mon but. Mais travailler avec des gens. Oh, il y en a un que je veux remercier aussi. L'ébéniste qui s'appelle Casimir, il va être vert parce qu'il aime pas qu'on parle de lui, mais malgré tout, un type qui m'a énormément apporté, quoi. Alors là, j'ai été scotchée. Et ces compagnons d'Emmaüs, qui apparemment, d'après toi, sont des vrais professionnels dans leur pas discipline. Tous, hein, pas tous, mais ceux qui le sont l'étaient avant, ou ils ont appris leur métier là. Oui, l'été avant. Et là, Joël était surjeteuse dans une usine et elle a pas touché. Elle nous a dit quand elle a vu la machine, j'ai pas touché une machine depuis 15 ans. Et j'ai vu à son sourire que ça revenait, les gestes revenaient. C'est quand on a arrêté de faire du ski, on remet les skis et hop, ça repart, quoi. Et oui, il y en a, pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui n'ont pas, qui sont un petit peu pas trop d'envie de travailler. Il y a de tout, hein, comme dans, voilà. Est-ce qu'il y a des possibilités de formation à Emmaüs même? Est-ce que les compagnons qui sont des pros, ils ont la capacité ou la possibilité d'aider des gens qui n'ont pas de métier à en apprendre un? Alors là, c'est je sais pas trop là pour le coup. Non. Il y a beaucoup de gens, de bénévoles, qui leur donnent des cours. C'est super bien organisé. Pour ceux qui ne parlent pas bien le français, qui savent pas écrire, justement, il y a des cours de menuiserie, il y a énormément de cours. Ah oui, c'est super complet. C'est assuré par des bénévoles. Par des bénévoles. Pas par des gens. Voilà. Et non. Mais après, il y en a qui ne veulent pas partir d'Emmaüs, par exemple. Ah ouais. Peut-être qu'ils se sentent trop fragiles. Voilà, il y a des gens qui restent, qui sont bien là. Il y en a d'autres qui n'ont pas la possibilité de partir. Il y en a d'autres qui disent tous les jours. José, par exemple, qui dit demain je m'en vais, moi. Voilà. Donc on lui a dit attends le 3 mars quand même. Reste avec nous, c'est le chauffeur du camion. Donc, mais est-ce qu'ils ont un temps limite de séjour? Ils sont libres.
Donc ils peuvent rester un soir, comme ils peuvent. Il y en a qui sont retraités, qui sont encore, voilà. Donc c'est génial parce que c'est ça qui est intéressant. Ah bah oui, parce que ils sont libres, d'accord, mais il y a quand même des règles. Hein. Oui. On n'a pas le droit de boire sur le lieu de travail, etc., etc. Il y a voilà, faut travailler, faut pas. Il y a quand même des règles et heureusement. Oui, heureusement. Donc ça n'a rien à voir avec les centres d'hébergement provisoire, les SDF, etc. Ah non, pas du tout. C'est une vraie famille. Alors c'est un peu difficile. Pour eux, ce qui est difficile, c'est de vivre en communauté à un certain âge, partager les cuisines, etc., etc. Donc voilà. Mais ils sont libres de partir ou quand ils sentent qu'ils sont prêts, ils peuvent partir. Et alors, j'ai oublié de dire aussi un truc, c'est que tout ça a été photographié par Pat. Donc elle a vraiment tourné son regard vers les compagnons durant cette expérience. Et il y aura une très jolie exposition photo durant la vente qui a été faite par cette photographe qui est une photographe de nature d'habitude qui va dans tous les pays du monde et qui s'est arrêtée là pour photographier ces gens qui n'ont pas forcément d'attache, comme elle. Mais comment votre équipe s'est constituée? Parce que là, alors par le plus grand des hasards. Bah oui. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que un jour, ça c'est la petite, on la répète sans arrêt, mais c'est la vérité. Je cherchais un tambour de machine à laver pour faire un objet. Et il y en avait pas sur place. Et je suis allée donc à la Fontaine du Vaisseau, qui est l'endroit où on trie les objets, et je suis tombée sur un des responsables, donc Franck. Je lui ai demandé si s'il n'avait pas un tambour de machine à laver. Il n'avait pas l'air du tout étonné. Il m'a dit non, pas en ce moment. Et on est allé voir parce qu'il y a plusieurs petites structures. On est allé voir Jean-Michel qui qui se charge de réparer toutes les machines à laver, les gazinières, etc., etc. Et qui gentiment m'a décortiqué une machine qui était cassée et m'a donné le tambour. Et Franck m'a demandé ce que je faisais dans la vie parce que bon, malgré tout, il voulait savoir pourquoi je voulais ce tambour. Et je lui ai donné ma carte et il a regardé mon site, il m'a rappelé et il m'a dit: est-ce que vous voulez faire une vente à Emmaüs? Et je lui ai dit oui, et je lui ai dit, mais en plus, est-ce que vous croyez, je le voyais à l'époque, est-ce que vous croyez que je pourrais faire travailler les compagnons, parce que ce serait quand même un peu mieux. Je vais pas débouler comme ça avec mes affaires. Il m'a dit oui, à nouveau, et je me suis bien douté que j'arriverais pas à faire ça toute seule. Et j'avais travaillé avec Sylvie sur mes objets avant. Et elle on s'était beaucoup apporté toutes les deux, et je me suis dit tiens, je vais l'embarquer avec moi. Elle m'a dit oui. Et de son côté, Pat a déboulé alors carrément par un autre biais. Et Franck nous a dit voilà, je vous présente une photographe. Et puis en fait, on s'est laissé happer par cette aventure qui au départ était on s'est dit comment on va essayer de faire ça, et puis en fait les compagnons nous ont amenés ailleurs, et la vie a fait que le 3 mars ce sera le résultat de cette aventure qu'on n'avait pas du tout prémédité comme ça. Voilà. Mais encore une question, parce que je suis une vieille curieuse. Ah oui, ça c'est bien. Tout le monde est au courant. Parce que bon, t'arrives à Emmaüs, tu demandes, tu cherches un tambour de machine à laver, t'as un compagnon sympa qui te trouve ton tambour, qui te le refile, et puis toi tu dis tiens, je voudrais faire quelque chose avec les compagnons. Et pourquoi? Parce que c'est venu comme ça, c'était une attente, c'était sur le moment, comme t'as dit que tu speedais, tu prenais des trucs tout de suite là à toute vitesse. Comment ça peut se produire, cette envie, ce désir soudain Ça m'est apparu comme une évidence. Comme une évidence. Parce que quand on m'a dit, quand Franck m'a dit, est-ce que tu peux faire une vente chez nous, je me suis dit comment je peux prendre des objets d'Emmaüs, les transformer toute seule et les amener comme des cheveux sur la soupe. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, il faut que ça soit un travail d'équipe, quoi. Ça peut pas être, je peux pas arriver, je sais pas, par respect pour eux, ou je sais pas, ça me semblait logique et puis voilà, je pense que j'ai pas réfléchi, mais tant mieux. Je réfléchis pas souvent quand je dis des trucs comme ça, clac, ça part, et ça a été une chance pour moi de pas avoir réfléchi, parce qu'il y a des jours où c'est très compliqué et on rame vraiment. Hein. Tu dis une chance pour toi, mais une chance pour eux aussi, parce que
je pense que des artistes qui s'investissent comme ça, dans des lieux comme ça doit pas vraiment être leur quotidien, quoi, tu vois. Non, et en plus de ça, au départ, on nous a dit, il y a énormément de gens qui ont essayé de faire quelque chose, et rien n'a abouti. Alors déjà, on commence comme ça. On se dit, rien n'a abouti, bon, ça va pas être facile. Au début, moi, j'ai eu pas mal de petits heurts avec les compagnons, qui m'ont un peu bousculé. Je leur ai dit que, bon, ça commençait pas comme ça, quoi. On peut pas s'agresser. Et c'était un tout petit épisode. Et puis après, ça a été que du bonheur. Vraiment. Voilà. Et t'as eu la curiosité t'as demandé pour quelles avaient pu être les initiatives avortées avant, parce que ça peut être intéressant de savoir que les gens qui ont été éjectés du lieu, malgré leur bonne volonté de faire quelque chose avec les compagnons, qu'est-ce qu'ils leur présentaient comme projet? Alors là, ouais, non, je pense que ça doit être un peu le même genre de projet. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides et il faut se faire accepter. Il faut qu'on les accepte. Donc c'est tout un. Au-delà du travail, c'est pas facile pour eux, pour nous. Ça change du quotidien. Là-bas, tout est très rythmé et ils ont pas. Je crois qu'ils ont été assez dérangés dans la vie pour pas fonder des espoirs sur des trucs qui tiennent pas la route. Donc ils nous testent. Ils ont bien raison. C'est les petits incidents que tu signalais à l'instant là en disant qu'au départ ça n'a pas été. Ils nous testent. Et de quelle manière? Je sais pas. C'est une anecdote, hein, mais je sais que je voulais. Je demandais à ce que soient récupérées les ampoules des frigidaires. Parce que alors là, ça va loin dans la récup. Hein. C'est-à-dire qu'on prend pas les objets qui sont vendus à Emmaüs, on prend ce qui est jeté. Et moi j'avais besoin pour faire des lampes de petites ampoules et ça passe par le tri, c'est-à-dire que le chef du tri, on lui avait dit est-ce que vous pouvez nous récupérer les ampoules, et je voyais que le temps passait, pas d'ampoule, donc je suis descendue et je lui ai dit écoute, t'as pas d'ampoule, il nous en manque et tout. Il m'a regardé en me disant tu vois que j'ai que ça à foutre, et je lui ai répondu ben ouais, parce que on fait un travail ensemble, donc excuse-moi de te dire que. Et alors tout le monde m'a dit mais dis donc c'est le chef du tri, tu te rends pas compte et tout. Et j'ai dit mais attends, nous on travaille à l'atelier du SO, et alors et puis le lendemain j'ai dit un grand bonjour, et voilà ça c'est mais voilà, c'est ce genre de réflexion. Les minettes là, vous croyez qu'on a que ça à foutre avec votre. Alors le truc qui nous a fait le plus rire, c'était avec votre atelier de relooking. Alors là, le mot relooking, à chaque fois, ça nous donnait un coup d'épée au cœur, quoi. Le relooking, on avait l'impression d'être sur une chaîne de télé. C'était fait pour blesser. Non, ils appellent ça du relooking. Ils comprennent pas pourquoi on n'aime pas ça. Voilà. D'accord.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste qui commence à être un peu exténuée avec toutes ces, avec l'aventure de Guillemette et de ses copines, dans Allez, papy, la sieste s'approche. c'est dégueulasse. Bon, merci beaucoup pour tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, mon Jean, là, tout de suite Allez, je vous fais un petit baltus, puis après on redonnera la parole à Guillemette, parce qu'il faut aussi qu'elle nous donne toutes les infos. Parce qu'à mon avis, on a créé quelques vocations, là, et ce serait bien que les gens qui ont envie d'apporter leur truc puissent déposer quelque part des propositions. Ou, hein. Même pour les artistes, hein, moi, je suis comme le dit Jean, c'est l'heure de la sieste approche, donc je commence à m'éteindre un peu. Enfin, avec des personnages comme Guillemette, ça empêche un peu de dormir quand même. Oui, c'est vrai, je te trouve beaucoup plus réveillé, par exemple, que la dernière fois. Où tu t'endormais un peu sur les potards. Non, t'étais stressé par autre chose. Là. On va voir un peintre singulier, hein, donc Balthus, le vrai. Ah oui. Ou enfin autant que je peux, parce que finalement, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, il a entouré toute sa vie d'un mystère qui fait qu'on n'a pas autant d'informations que ça. Hein. Donc Balthazar Klossowski dit Balthus, c'est 1908-2001. La vie du peintre des paradis perdus et des jeunes filles abandonnées, hein, Robert. Fût ce qu'il voulait qu'elle soit, hein, comme je l'ai dit, un livre ancien avec reliure et serrure à combinaison dont nul n'a connu et ne connaîtra jamais. Ça, j'aime bien l'image. Métaphore est intéressante. D'origine polonaise, mais né à Paris, hein, élevé dans une... tout le monde l'imagine né hors de France, mais en fait, il est né à Paris. Aristocrates polonais. Ouais, enfin... Les comtes Balthus, oui. Pas très sûr. Quand même. Non, ah bon, d'accord. Enfin, il se l'a joué, en tout cas. Mystère. Élevé dans une famille d'artistes, hein, comme on l'a pu le voir avec son frère d'ailleurs, hein, dont il ne subira pas véritablement l'influence d'ailleurs. Hein. Sa mère faisait aussi de la peinture. Balthus est-il un grand peintre ou seulement un vieux cochon talentueux, Robert, à ton avis? À mon avis, c'est un grand peintre, pas du tout cochon, un grand peintre talentueux. Je pense pas que non, parce que à ce moment-là, on peut dire la même chose du non, mais il y a eu certaines expositions ont posé des problèmes à certains pays, des toiles qui ont été jugées scabreuses, notamment aux États-Unis. Enfin, ça. Mais je pense que toujours actuellement, il y aura une exposition Balthus. Je pense pas qu'il se précipiterait pour monter un truc comme ça. Non, ce serait intéressant. Tiens, parmi les propositions d'art racaille aux institutions culturelles de ce pays, il faut retenir la proposition. Une rétrospective Balthus. Une rétrospective Balthus, voilà. Alors, pour tenter de comprendre tout ça, hein, de comprendre Balthus, il faut remonter très loin à sa prime jeunesse en Suisse et à ses premières rencontres avec Rainer Maria Rilke, hein, qui fut, en dehors d'être le poète préféré de ma maman, il fut l'amant de sa mère à lui, hein, et encouragea à Balthus, et encouragea très vivement sa vocation, ayant perçu un talent unique, hein, dans les dessins pourtant maladroits du jeune garçon. Hein. Maladroit, je suis pas vraiment d'accord. Il n'avait pas encore 10 ans, hein, c'est-à-dire qu'il était vraiment très jeune. Je trouve que c'était très mature pour 10 ans. Il a été son mentor jusqu'à son propre décès, hein, Rilke. Et il n'a en effet que 12 ans, en fait, quand le poète lui préface et l'aide à publier son premier recueil de dessins, Mitsou le chat. J'aurais bien aimé voir ça, mais j'ai pas d'image à vous montrer. J'en ai eu, ouais. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est très, il a un trait mature, quoi. C'est, toi, c'est, d'accord. C'est pas du tout les trucs gentils, gna ça. Quand c'était maladroit, c'était voulu. Paf, tu vois, quand c'était maladroit, donc c'était seulement en apparence, c'était voulu. Ouais. En 1924, les retrouvailles avec Paris, hein, alors qu'il est âgé de 16 ans, sont la découverte émue d'un certain mystère. Là, je cite quand même ses propres paroles. Hein. Il y a d'une étrangeté, d'une lumière particulière, avec des lieux, des personnages, des odeurs aussi, hein, qui l'envoûtent et qui lui procurent une sensation pénétrante de mélancolie, l'impression d'une certaine solitude aussi, et d'une absence existentielle qu'il inspire, hein, et dont il imprégnera, on peut le dire, tous ces tableaux. Derain et Bonnard, excusez du peu la breuve de conseil, hein, mais ses maîtres sont Poussin et Courbet. Ah oui. Hein, ça t'étonne pas plus que ça. Pas plus.
J'ai oublié un peintre italien aussi. C'est peut-être Fra Angelico, mais je crois pas. Ça doit être un autre. Bon, j'ai oublié pour l'instant. Ça me reviendra peut-être. Il les copie inlassablement au Louvre. Hein. En 1927, son Jardin du Luxembourg, où il figure des jeux d'enfants, révèle déjà cette étrangeté de la lumière, hein, des couleurs et de l'attitude des personnages auxquels il s'attache. Puis le Café de l'Odéon et les quais, ça c'est 2 titres de tableau, confirment cette vision énigmatique de la ville et de la solitude des êtres dans leur activité absente, on peut dire ça comme ça. Hein. En 1933, son tableau La Rue, dont il reprendra d'ailleurs curieusement 20 ans plus tard les éléments essentiels dans Le Passage du commerce Saint-André, lui vaut l'attention de la critique et aussi celle des surréalistes en raison de son érotisme subreptice. Mais en même temps, on en discutait tout à l'heure, cette histoire de reprendre 20 ans plus tard des éléments dans un autre tableau. Tu disais toi-même qu'il était très très besogneux, hein. Il reprenait inlassablement des toiles qui mettaient des fois plusieurs années à achever, en fait. Tout à fait. Pour autant il a quand même manifestement décidé que certaines toiles étaient terminées. Heureusement pour nous. Ils considèrent leur mouvement, le mouvement des surréalistes, hein, comme une impasse de la peinture. C'est peut-être un petit peu excessif, mais enfin, il avait le droit. Hein. Il exécute aussi à la fin des années 30 un petit nombre de remarquables portraits, tout en ironie bienveillante, hein, on va dire, dont ceux de Derain et de Miro. Peu abondante, ça tu nous le disais aussi tout à l'heure quand on en discutait en aparté, s'inscrivant à l'écart de toutes les tendances contemporaines. Hein, ça c'est radical. Hein. Son œuvre présente une singularité remarquable, excluant toute référence aussi avec le passé. Hein. S'il se réclame toujours de Poussin et de Courbet, on peut dire que c'est une esquisse de plus. Hein. Peinture totalement obsessionnelle, qui baigne dans une lumière feutrée et à laquelle préside un sens très vif du dessin, tu nous le disais aussi, et de la mise en place des personnages, hein, là-dessus il revenait inlassablement, jeunes adolescentes rêveuses, exilées dans des chambres closes et surprises dans des postures intimes alors qu'elles sont en proie au fantasme de la solitude. L'œuvre de Balthus apparaît de ce point de vue difficile à séparer de celle de son frère, hein, l'écrivain Pierre Klossowski, bien que ce dernier se soit toujours abstenu de commenter la peinture de son frère, et réciproquement. Non mais c'est curieux, il y avait alors, on croit... Certains pensent qu'ils étaient en fait que demi-frères, tant la ressemblance physique est peu évidente. Hein. Voilà. Il y en a un qui est un petit, un peu costaud, tout noir comme ça et tout, et puis le second lui était mince comme un fil élancé. Avec la mère qu'ils avaient, forcément. Il est fort possible qu'ils soient deux frères. Et il était beau comme un astre, hein. J'ai vu des photos de lui jeune, il rendait d'ailleurs assez fou, aussi bien quelqu'un comme Rilke, forcément, il a eu. Sans doute, c'était son affection pour lui était un peu composite, on va dire ça comme ça. Oui, c'est gentil. Non, on n'a aucune preuve tu vois. Sûr, et y compris d'ailleurs, il y a des modèles de Balthus qui ont été interrogés d'une manière assez poussée parce que il a réussi à les rendre complices en fait de cette volonté qu'il avait de faire de sa vie un mystère, une œuvre d'art et un mystère. Et enfin, elles sont quand même affirmées qu'il n'avait jamais posé la main sur elles, quoi, pour la plupart. Ouais. Non, à part celles plus âgées avec lesquelles il a entretenu une relation amoureuse. Bon. Mais c'est encore une autre histoire, ça. Voilà, sa facture en fait à Balthus semble en fait plus proche de celle de la peinture métaphysique que de la figuration traditionnelle, hein, qu'il détourna à des fins que d'aucuns ont jugées scabreuses. Je t'affirme que oui. Pour avoir regardé ça d'un peu plus près, dans le but plus ou moins avoué de le réduire, hein, d'ailleurs, hein, forcément, ou plutôt de réduire le trouble. Voilà, comme ça, je dirais ça comme ça, que sa peinture ne manque pas de provoquer en nous. Voilà, une toile de Balthus, la toilette de Cathy, c'est mon premier contact avec lui, je m'en suis toujours parmi, ça date de 1933, je mettrai ça sur le blog de l'émission, http://arracaille.blogspot.com, j'avais 12 ou 13 ans, ça a été une grande claque. Ça paraît être une espèce d'hérésie, mais il fait penser dans la solitude, l'espèce de côté comme ça, un petit peu minimaliste, un petit peu. Il fait penser à ce peintre américain dont tu avais parlé ici, assez contemporain, c'est qu'ils aient
des vues Comment il de New s'appelle York la nuit, avec les bars, avec des bars. Oui, comment il s'appelle? Hyper connu. Oui. Ah oui, Edward Hopper. Ouais, C'est il y a vrai, un t'as côté raison. comme ça. Ah ouais. Et il y a un autre côté aussi dans les compositions qui peuvent rappeler un peu c'est le psychiatre là, comment il s'appelle déjà, le Oh là là, ça va être Freud. dur. Oui. Tu vois, les peintures de Ah Freud. bah ça, oui, Tu vois, on est en plein dedans. on est en plein bien dedans, sûr, oui, tu vois. Tu penses. Voilà, oui. c'est ça. Alors, c'est Oui, ce qui- bah ça, c'est l'influence aussi de Rainer, de sa vie, de son enfance, et de ses contacts avec Rainer Maria Rilke dès l'enfance, oui. Voilà. Et comme tu l'as dit toi-même, dans les figures féminines, il y a aussi du Cranach. Absolument. Voilà. Et ben, Donc c'est le tout à fils fait, mais- d'un mariage improbable entre Edward Hopper Voilà, non mais et Cranach et l'ancien. particulièrement dans la peinture que tu mettras sur le blog et que tu as amené ce matin. Mais là, vraiment, dans le côté longiligne, cette teinte un peu androgyne aussi, tu sais, c'est pas les hanches avec le cul énorme des rues. Ah non, on sait Bah pas non, si c'est c'est une des- enfant ou une c'est- femme. voilà. C'est Ouais, impossible, tout à fait, c'est voilà, impossible tout à fait. de le dire, de dire quel âge elle a. Mais Impossible. c'est vraiment, ouais. Et Alors même que la c'est- pâleur des tissus de Cranach, quoi, des chairs, tu vois, c'est un peu blême, un peu comme ça. Oh là, bon. On s'égare. Et j'ai lu aussi un truc qui disait que ce qui était essentiel de savoir sur Balthus, c'est qu'on ne savait rien. Bah ouais. Voilà. Ouais. Bien sûr. Non, il est même franchement antipathique quand ce documentaire que j'ai trouves sur lui, Ouais. oui, parce qu'il est quand même très fermé, assez hautain, et il lève un sourcil et on a tout de suite l'impression d'être un gros étron, quoi. Non, mais sérieux. Oui, non, mais j'ai vu ça, mais en fait, il est complètement dans sa bulle, quoi. Oui, Donc, absolument. il te voit pas en tant qu'être humain. Il te voit comme un électron. C'est incroyable. C'est même pas de la. Non, et je me souviens. Un électron, non, un un étron. Il va dans l'atelier de sa femme, cette japonaise, alors où il y a des pinceaux, tu as des pots de pinceaux invraisemblables, tout neufs et tout, et il lui balance une vanne, mais c'était en 2 mots, tu vois, enfin, ça voulait dire, oui, bon, vous avez des très beaux pinceaux, et ça s'arrêtait là. Mais ils sont Bon, la vachement vache. complices quand même. Hein. Oui, oui, elle bien est sûr. quand même exceptionnelle. Ouais, hein. oui, tout à Elle est fait. exceptionnelle. Oui, parce que t'es très jeune, elle a craqué pour un vieux con. Oui, puis c'est surtout qu'il faut suivre. Hein. Ah oui, c'est ça. Ouais, Tu vois, tu t'en remets pas après si tu. Tout à fait.
la voix de la Fédération anarchiste, qui se finit avec Guillemette après ce matin. Non, c'est le début de l'après-midi. On va donc terminer cette émission, pas comme les fois habituelles où nous sommes seuls, Jean et moi, à tenir... et Dieu sait pourtant qu'on aime ça. Mais, bon. C'est qu'on aime ça. Mais là, on va laisser Guillemette se finir toute seule. Parce qu'elle a plein d'infos à nous donner. Elle a plein d'infos à nous donner. Faut pas les rater. Ouais, juste avant, je voudrais... je pense que Jean s'associe à moi. Et puis Kékou aussi, avoir une pensée pour une émission de cette radio qui disparaît, les partageux de la commune, voilà, qui nous a vraiment fait vibrer pendant 15-16 ans, quoi. Donc c'est terminé, les choses finissent. Bon, c'est vraiment. C'est vrai. Peut-être que ça reprendra. Pour l'instant, c'est annoncé comme définitif. Oui, parce que voilà, tout à fait. Bien. C'était juste une pensée pour cette très très belle émission. Et maintenant, on va donner tout le temps qui nous reste à Guy. Alors, je vais essayer d'être assez précise. En général, moi, je suis plutôt l'artiste et Sylvie la pensée, mais il va falloir que je la remplace là sur ce coup-là. Donc, l'événement aura lieu le 3 mars. À midi, nous serons place du Palais Royal avec un camion Emmaüs. Nous vendrons une partie des objets. Et ensuite, à partir de 17h jusqu'à 21h, tous les stands d'Emmaüs de Neuilly-sur-Marne seront ouverts avec l'exposition et la vente des objets que nous avons faits à la fontaine du Vaisseau. Pour ceux qui n'auraient pas le temps ni d'aller place du Palais Royal, ni d'aller le soir à Neuilly-sur-Marne, la vente continue le week-end. Vous pouvez venir avec vos enfants, vos poussettes et tout ça, c'est assez sympa. Et puis continuera toute la semaine jusqu'au week-end d'après. Voilà, venez nombreux, on a besoin de vous, les compagnons, nous aussi, tout le monde a besoin de vous. Et la pauvreté, il faut la combattre, il faut la regarder en face. Et voilou. Ah oui, dis donc, c'est bien, tu pourrais pas être notre porte-parole, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Alors, on va juste te demander de repréciser, donc, place du Palais Royal, ça c'est donc le 3 mars. Le 3 mars. C'est un jeudi. Les métros, je pense que c'est Louvre ou Palais Royal. Alors, par contre, on peut donner mon site, www.guillemette-luxury.com. luxury.com. Ouais. Et là, vous avez événement Emmaüs et tout est indiqué. Vraiment, tous les plans. Les liens sur le site, genre. Ils y sont déjà. Les liens sont déjà sur le blog. Alors, donc, voilà. Si vous retenez pas tout, c'est des petites. Et puis, si tu peux nous donner aussi l'adresse à Neuilly-sur-Marne. Alors, Gloops. Elle sera sur le blog. Oh là là, regardez. Remarque, c'est pas difficile, sur Internet, compagnie. Emmaüs, Neuilly-sur-Marne, je pense quand même que j'ai pas les noms, les adresses, tout ça, c'est monstrueux. Désolé, Emmaüs de pas avoir. Non, mais moi, je devais tout imprimer, tu vois, pour être sûr que tu. Voilà, j'ai oublié. Voilà, et puis je voulais aussi dire qu'on avait énormément envoyé de dossiers de presse à la presse. On n'a pas eu tellement de retour. On est super désolé. Alors on s'est dit, est-ce qu'on sait pas faire? Est-ce que ça n'intéresse personne? Non, et vraiment, j'espère que c'est ça. Il faut avoir un attaché de presse. Ouais, mais bon, écoute, on avait un listing incroyable. On a vraiment un gros listing qui avait été fait par une attachée de presse qui travaillait avec moi avant. Je pense que le dossier de presse était pas mal foutu. Alors bon, voilà. Où êtes-vous? Oui, non, mais ça c'est toujours un gros problème quand c'est beaucoup de stress pour nous, voilà. Tout à fait. Mais bon, écoute, on a envoyé quand même un dossier de presse à 300 adresses de presse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc que faire, comment faire, on sait pas. On sait pas. Bien, on va remercier donc Guillemette. Et vous pourrez la remercier en bougeant vos gros culs. Et moi, je vous remercie vraiment tous les deux. C'est trop sympa. Alors, les
camarades, un mardi prochain. Un mardi prochain, Ouais. oui. Je voulais dire aussi qu'avant le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, d'un groupe haïtien que nous a envoyé ma fille Sarah, ce groupe s'appelle Arcade Fire. Ils sont assez étonnants, parce que c'est difficile de deviner leur origine. On avait entendu un morceau de Finlay Brown qui nous avait été... que j'adore. Ouais, que Guillemette adore et qu'elle nous avait amené. Et puis qu'on va se finir avant de vous laisser avec Laurent. Ouais. L'ami Laurent et son Wrecks This Mess. Cocktail de musique radicale. Ouais, très radical et très cocktail. On va se finir avec Little Dragon, My Step. D'accord. Merci Guillemette. Merci Salut. à vous. Merci Guillemette. Bye bye. Salut à tous.